Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du JT diplomatique. Vous le savez, la question environnementale est devenue un thème central dans les relations internationales depuis que se succèdent les conférences des partis où les questions les plus importantes en la matière sont abordées par tous les pays du monde. Certes, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne, mais nous avons aujourd'hui décidé d'aller vers cette problématique en recevant celui qui fait autorité en la matière en République démocratique du Congo, l'ambassadeur Tossi Panou. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Henri Désiré. Alors, comme je l'ai dit en introduction, la question environnementale est véritablement centrale, mais avant d'aborder le sujet, on va d'abord faire connaissance. Vous êtes à l'heure actuelle le président de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la Convention onusienne sur le climat, et ce jusqu'à la fin de la COP26, qui est prévue à Glasgow au mois de novembre, donc c'est dans très peu de temps, dans 4 mois exactement. Vous êtes économiste de formation, titulaire d'un MBA en finance et investissement de l'université George Washington. Vous êtes également titulaire d'un master en études européennes et relations internationales de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez 20 ans d'expérience dans les domaines de la finance, du changement climatique, du développement économique, des marchés de carbone, des énergies renouvelables, mais également de l'environnement et de la diplomatie. Ancien élève de l'école nationale d'administration, l'ENA, Strasbourg notamment. Vous êtes de la promotion Lucie Aubrac. Alors, on va s'arrêter là pour la présentation parce qu'elle est extrêmement riche, Tossi Panou. Alors, sans transition, ma première question, parce qu'il est vrai que non seulement vous avez été délégué, vous êtes encore délégué de la RDC dans les différentes phases du processus de négociation de la Convention des Nations Unies sur le climat, mais vous êtes aussi ancien président, et c'est important de le souligner, du groupe des négociateurs africains. Vous l'avez été de 2009 à 2011. Alors ma question est très simple. Quels sont les enjeux de la prochaine conférence sur les partis, conférence des partis, conférence climat de l'ONU qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021? Je crois qu'il y en a 4. Le premier enjeu, c'est comment est-ce que nous pouvons procéder au rehaussement du niveau d'ambition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que l'accord de Paris, donc, demande des partis de pouvoir se coaliser, enfin de mener des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter la hausse de température globale à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. À Paris, les pays ont présenté des contributions déterminées au niveau national. Celles-ci, mises bout à bout, ne sont pas suffisantes. Elles nous conduisent vers une hausse de température d'environ 3 à 4 degrés à l'échelle mondiale d'ici la fin du siècle. Et nous savons que le ressenti au niveau africain, il faut multiplier par 1,5 pour savoir ce qu'une température globale aura comme effet en Afrique. Donc, avec une hausse de 3 à 4 degrés au niveau planétaire, d'ici la fin du siècle, 1,5 fois plus en Afrique, c'est condamner les Africains à une mort certaine. Donc, il faut qu'on puisse rehausser le niveau d'ambition. Et donc, le premier enjeu sera comment est-ce que les différents pays vont réviser leurs contributions soumises à Paris en 2015 et les rehausser. Et la RDC y travaille également. La RDC à Paris avait présenté une contribution qui prévoyait de réduire ses émissions de 17% entre 2021 et 2030. Nous attelons à ce moment à voir comment rehausser ce niveau d'ambition. Donc, premier enjeu, ambition collective. Deuxième enjeu, comme les pays africains, comme la RDC, historiquement ne sont pas les grands pollueurs, mais ce sont des pays qui ont une grande vulnérabilité et ressentent les effets néfastes du changement climatique de manière exacerbée. Donc, le deuxième enjeu, très important pour les pays africains, c'est comment développer des solutions en termes de résilience et d'adaptation à ces effets néfastes du changement climatique. Troisième enjeu, l'argent, le nerf de la guerre, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser suffisamment de financement pour pouvoir mener cette action face au climat. Il y a un objectif auquel les pays avaient souscrit, les pays développés essentiellement, c'était mobiliser 100 milliards de dollars pour le climat d'ici 2020. Nous sommes loin du compte et donc il faut qu'ensemble nous puissions voir comment rehausser déjà ce chiffre parce qu'il n'est pas en adéquation avec les besoins réels et comment est-ce que
nous pouvons rehausser donc ce chiffre. Quatrième enjeu, je pense que ce sera un esprit de coopération et de collaboration constructive pour ensemble finaliser les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris qui traînent depuis 2015. Et donc, lorsque les États parties se sont réunis à Katowice en 2018, une bonne partie des règles de mise en œuvre en Pologne. En Pologne, voilà. Une bonne partie des règles de mise en œuvre de l'accord avaient été finalisées et il en manquait malheureusement 3. La première, l'article 6 de l'accord de Paris qui porte sur les nouveaux mécanismes de marché carbone. Très important parce que il faudra qu'on puisse trouver un revenu lié au service environnemental que rendent nos forêts. Donc le marché du carbone, très important qu'on s'entende sur ces règles-là. Deuxième règle qui doit être finalisée, c'est celle portant sur le cadre renforcé pour la transparence. Il faut que les États, lorsqu'ils prennent un engagement, qu'on s'assure qu'ils délivrent effectivement par rapport à cet engagement. Mais c'est aujourd'hui, ça va au-delà de l'action, parce qu'il y a également la transparence par rapport au soutien. En général, lorsqu'un pays développé disait « j'ai donné autant à un pays en développement », il n'y avait aucune manière de le vérifier. Ce cadre renforcé sur la transparence permettra... Est-ce que c'est uniquement financier ou ça peut se traduire par un renforcement des capacités, par Absolument. En général, lorsqu'on parle du soutien, on parle en fait des moyens de mise en œuvre. Parce que l'action climatique a 2 volets. L'atténuation, réduire les émissions. L'adaptation, s'adapter aux effets néfastes du changement climatique. Et ces actions-là peuvent être renforcées, rehaussées grâce aux moyens de mise en œuvre qui sont de 3 ordres. Le financement, le renforcement de capacité et le transfert de technologie. Et donc, ce cadre renforcé de transparence portera donc à la fois sur l'action et les moyens de mise en œuvre. Et le dernier enjeu devant être finalisé, la troisième thématique devant être finalisée et faisant partie du 4e enjeu pour la conférence de Glasgow, c'est les calendriers communs. C'est-à-dire que l'accord de Paris est un accord dynamique, dans le sens où chaque pays doit soumettre à intervalles réguliers quelles sont les actions qu'il mettra en œuvre. Certains pays veulent soumettre ces actions sur un horizon temporel de 5 ans, d'autres préfèrent sur 10 ans. Ceux qui veulent 10 ans disent que il est extrêmement difficile de prendre des engagements au niveau national, il faut passer par l'appareil législatif, et on ne peut pas le faire tous les 5 ans. Et ceux qui, comme la RDC préfère que ce soit un engagement sur 5 ans, disent, si on cale notre niveau d'ambition sur 10 ans, en 10 ans, beaucoup de choses peuvent se passer, et on peut réaliser qu'on pouvait aller au-delà de l'engagement pris, et on n'a aucun moyen de le réviser avant 10 ans. Donc, les tenants des 2 positions doivent harmoniser leur Mais quelle est votre préférence à vous, monsieur l'ambassadeur? Je pense que 5 ans, parce qu'il faut rehausser le niveau d'ambition. Mais avec des étapes d'évaluation, ou bien on se donne 5 ans et on se revoit en fait pour faire le bilan? Déjà, on met sur la table ce qu'on fera dans 5 ans. D'accord. Et pendant qu'on commence à mettre en œuvre, on met également sur la table ce qu'on fera les 5 ans après. D'accord. Voilà. Et il y a des gens qui veulent bloquer ça sur 10 ans. Et moi, je pense que en 5 ans, beaucoup de choses peuvent se faire. Un pays peut entreprendre des réformes, un gouvernement volontaire peut être élu, on peut très bien procéder à un renforcement de capacité ou un transfert de technologie qui nous fait découvrir que nous avons les moyens d'aller au-delà de ce que nous pensions il y a 5 ans. Et donc, il faut pouvoir réévaluer cet effort toutes les 5 années au lieu de rester les bras croisés ou les bras liés pendant 10 ans. Alors, Tossi Panou-Panou, tout le monde s'accorde à dire et à reconnaître que la conférence des partis de Paris, la fameuse COP21, est un véritable tournant lorsque l'on voit évidemment l'attitude de certains États, non pas au lendemain, mais quelques années après. On a encore en mémoire le retrait des États-Unis par Donald Trump. Ceux qui nous suivent parfois ne s'y retrouvent pas. Alors, je vais vous poser 4 petites questions
très simples. Ce sont des mots-clés en réalité que l'on entend régulièrement, mais sur lesquels on a parfois du mal à donner une définition exacte. Alors on va commencer par le marché carbone. Pour le prophète, pour le profane que je suis, ou que ce public peut être, de quoi s'agit-il exactement? Parce qu'on en parle régulièrement, le marché carbone, qu'est-ce que c'est? Alors, les pays se sont développés au fil des années. En le faisant, ils se sont mis à émettre des gaz à effet de serre, qui, dans un premier temps, étaient bien parce que ce sont des gaz qui piègent la chaleur. Et donc, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans la planète, eh ben, nous mourrions de froid. Mais le problème, c'est qu'en se développant, les pays ont commencé à produire beaucoup trop de gaz à effet de serre. Et ils sont de divers ordres, méthane, dioxyde de carbone, il y en a de 7 ordres différents. Et donc, procéder à une action où on arrive à réduire ces émissions de gaz à effet de serre, par exemple en changeant de source d'énergie, en passant d'une source fossile à une source renouvelable, permet de réduire ces émissions. Et en fait, en réduisant ces émissions, on crée un actif carbone qui ensuite peut être échangé ou vendu. Et donc le marché du carbone, c'est cela. Comment est-ce que je crée en fait un droit de polluer que je peux revendre? Alors, dans le cadre du protocole de Kyoto, qui précédait l'accord de Paris, c'était très facile parce que les pays en développement n'avaient aucune obligation. Et donc les pays développés allaient acheter ces actifs carbone au niveau des pays en développement. Mais dans le cadre de l'accord de Paris, cela est rendu plus difficile parce que tout le monde aujourd'hui a souscrit à des engagements. Donc, si la France finance un projet en RDC qui réalise du crédit carbone, la RDC ne peut pas vendre ce crédit à la France entièrement parce que la RDC également a des obligations de réduction. Donc voilà, donc le marché du carbone, c'est celui-là. Malheureusement, il s'est effondré. Il était environ 20-30 dollars la tonne. Aujourd'hui, c'est environ 30 centimes. On espère qu'avec la finalisation des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris à Glasgow, ce marché pourra remonter et créera une incitation suffisante pour que les gens investissent dans la transition écologique, la transition énergétique, parce qu'ils pourront dégager des actifs carbone qui pourront vendre à un prix fort. Donc c'est cela, c'est en fait créer cette incitation-là. Comment les gens peuvent faire un saut qualitatif vers un changement de consommation, de production, tout en dégageant un niveau de carbone moins élevé et commercialiser la différence. Deuxième petite question, Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Oui, donc c'est l'une des 3 conventions de Rio. On peut les rappeler. Oui, voilà, la Convention sur le changement climatique, la Convention sur la biodiversité et la Convention sur la désertification. Et donc ces conventions-là ont chacune un objectif, mais je dirais font partie d'un tout global que l'on pourrait appeler développement durable. Et donc à l'horizon 2030, il y a donc la recherche d'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Et vous remarquerez que chacun des objectifs, en fait, est inclus dans l'une des conventions. Et donc, la Convention pour le climat, c'est s'assurer que nous empêchons une concentration dangereuse de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On est bien d'accord que ce n'est pas à la carte. C'est-à-dire que les pays qui adhèrent doivent adhérer à ces 3 différentes formes, en fait. Ou bien il y a une possibilité, en fonction des moyens des uns et des autres, de s'adapter. Disons si on veut s'assurer qu'il y aura une équité intergénérationnelle et que nous ne prenons pas toutes les ressources, qui certaines ne sont pas renouvelables, et mettons en péril l'avenir de nos enfants, on ne souscrit pas. Mais je crois que, de manière responsable, chacun des 200 pays au sein de la grande famille onusienne a souscrit, a signé ces accords et ensuite les a ratifiés au niveau de son Parlement national, ce qui en fait maintenant une loi au niveau national. Donc, est-ce que ces lois sont contraignantes? Parce qu'on y réfléchit assez souvent. Est-ce que c'est véritablement un dispositif contraignant pour les États? Est-ce qu'à un moment donné, quand on est confronté à des situations de politique intérieure, un pays peut mettre entre parenthèses cet engagement librement souscrit finalement? C'est du droit mou, c'est du droit international. Si aujourd'hui je dis que je vais réduire mes émissions de 17% entre 2021 et 2030 et que je ne le fais pas, on ne va pas venir me bombarder ou m'envahir. Bien entendu. Parce que il y allait de l'intérêt de ma population, de certains objectifs que j'ai décidé de mettre en place
sur un territoire national qui est souverain. Donc effectivement, il n'y a pas de contrainte autre que celle de pointer du doigt et de dénoncer ceux qui ne font pas ce qui est juste. Mais je pense qu'aujourd'hui, ne pas participer à ces conventions, en fait, est contre-productif parce que ces conventions, en fait, amènent beaucoup de solutions et beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Donc, pour un pays en développement comme le nôtre, nous aurons tout intérêt à aller dans cette convention, essayer de obtenir une coopération plus renforcée pour avoir des solutions en termes d'énergie renouvelable, pour essayer d'alléger la pression que nous exerçons sur notre forêt, avec le Makala, avec le feu de bois. Et donc, nous avons tout intérêt, nous, en tant que RDC, à aller dans cette convention. Mais certains pourraient objecter le fait que pour aller dans ces grandes messes internationales, il faut s'en donner les moyens. Or, ce n'est pas toujours forcément le cas. Dans le cas d'espèce, est-ce que vous parleriez volontiers d'investissement, finalement, pour pouvoir garantir une présence à ce niveau-là, ou est-ce qu'il faut y aller simplement pour être admis comme tout un chacun, comme étant effectivement partie prenante d'un processus? Vous avez tout à fait raison. Moi, quand j'ai commencé cette négociation en 2007, c'était l'apanage d'une poignée de sachants qui étaient légaux au ministère de l'Environnement. Au fur et à mesure que les années avançaient, aujourd'hui, lorsqu'on va à une COP, nous avons les législateurs qui sont là, très importants, parce que c'est eux qui ensuite vont voter notre budget et peuvent dire « Ah non, non, j'estime qu'il n'y a pas une allocation suffisante au ministère de l'Environnement, il faut donner plus de moyens. » Il y a des délégués de la Banque centrale, il y a des délégués du ministère des Finances, il y a des délégués de plusieurs ministères sectoriels, et il y a des membres de la société civile. Ça en fait du monde. Hein. Oui, ça en fait du monde. C'est nécessaire qu'il y ait autant de monde. Bon, ça dépend déjà des mécanismes de financement de la mission. Parce que certaines délégations comptent 300 à 400 personnes. Hein. Vous le savez mieux que quiconque, vous y participez régulièrement. Quand on va aux États-Unis, par exemple. C'est l'approche brésilienne que, de temps à autre, nous, la RDC également adoptons. C'est-à-dire que certains pays estiment que pour que vous fassiez partie de la délégation, vous devez être fonctionnaire ou un officiel ayant un passeport national. Ça, c'est par exemple l'approche sud-africaine. Le Brésil, lui, dit « Je n'ai rien à cacher, je veux être transparent, je veux que les membres de la société civile fassent partie de ma délégation, qu'ils aient les mêmes badges que nous, pour montrer que je fais ce qui est nécessaire pour ma population. » Et donc, je pense que c'est un peu l'approche que la RDC a également. Nous donnons l'accréditation à toute personne montrant qu'elle a les moyens d'aller à la COP, montrant qu'elle a une invitation officielle. Nous donnons généralement l'accréditation. Bien entendu, en donnant des instructions fermes pour que n'importe qui n'a pas à prendre le micro au nom du pays et sortir de la position nationale. Alors, avant d'entrer de plein pied dans la deuxième question, la transition écologique. Alors, pour certains, ça ressemble à quelque chose qui n'a ni queue ni tête. En quelques mots, ambassadeur Tossi Panou-Panou. Je pense qu'il s'agit simplement d'adopter des changements structurels, des changements dans les comportements, des changements au niveau de la législation, des changements qui font que nous puissions passer des modes actuels de consommation et de production à des modes qui sont plus sobres en carbone. Et cette transition-là se passe essentiellement autour du secteur énergétique, puisque beaucoup de pays doivent passer de sources d'énergie fossiles qui polluent à des sources renouvelables, solaire, éolien, hydroélectricité, géothermie, biomasse, qui polluent moins ou qui ne polluent pas du tout. Mais cela passe également par d'autres secteurs. Les transports, par exemple. Vous savez, Kinshasa, c'est une ville que l'on dit de 15 millions d'habitants. Tous les jours, chacun va dans un bus ou dans une voiture. Si on décide de réhabiliter le train urbain, les gens vont utiliser beaucoup moins leur parc automobile, qui est très vieillissant ici et très pollueur, et nous pourrons ainsi aller vers une transition énergétique. Si effectivement nous pouvons convaincre des fabricants de voitures électriques comme Tesla aujourd'hui de venir également, nous aurons un parc automobile beaucoup plus propre qui permettra également une transition écologique à travers le secteur des transports. Il y a également le secteur de la construction. Il y a un boom immobilier à Kinshasa. Il faut voir comment est-ce que les cimenteries produisent leur ciment. Ils utilisent du charbon.
pour brûler le clinker et produire le ciment. Si les cimenteries aujourd'hui procédaient à l'utilisation d'une autre source énergétique moins polluante, il y aurait moins d'émissions dans la production du ciment. Ce ciment, il aide à construire des maisons. Quelles sont les normes que nous utilisons? Nous pouvons décider aujourd'hui d'établir une obligation pour les bâtiments à énergie positive. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui utilisent moins d'énergie qu'ils n'en produisent. C'est-à-dire un bâtiment peut être fait avec des façades vitrées, de telle sorte qu'il utilise très peu de lumière. Entre-temps, il a des panneaux solaires et l'électricité générée lui sert à minima et peut être envoyée dans le réseau et éclairer le voisinage. Donc c'est toutes des choses dans lesquelles il peut avoir la transition écologique. Mais pour moi, l'élément, le levier le plus important, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est la vulgarisation. Parce que si jamais nous arrivons à créer 85 millions d'éco-citoyens, de citoyens faisant montre de tourisme, des citoyens faisant montre de civisme environnemental, eh ben, nous pourrons effectivement avoir les bons réflexes qui peuvent paraître petits individuellement, mais mis bout à bout, peuvent vraiment nous permettre de faire un grand bond vers cette fameuse transition écologique. Alors, Tossi Panou, je l'ai dit en introduction, vous avez participé à un nombre important de conférences sur les partis. Vous avez aussi été membre du Fonds vert pour le climat. Vous avez aussi été président de la coalition for Rainforest Nation. Parlez-nous du rôle de la RDC dans la stabilisation du climat mondial, en quelques mots. Ce rôle est évident. Nous avons les forêts du bassin du Congo. Nous, avec notre forêt de 156 millions d'hectares, nous représentons environ 60% de cette forêt du bassin du Congo. Or, aujourd'hui, les derniers documents scientifiques qui ont été publiés dénotent du fait que les forêts du bassin du Congo, aujourd'hui, sont devenues le premier poumon de la planète. Parce qu'on parle souvent de 3 poumons. La forêt amazonienne, tout à fait, qui est la plus importante en termes de superficie, le bassin du Congo et Bornéo-Mékong en Indonésie, Malaisie. Et donc aujourd'hui, le fait que les forêts de l'Amazonie soient à une altitude moins élevée que les forêts du Congo, ces forêts-là sont sujettes à un phénomène de vieillissement qui fait qu'une partie de ces forêts deviennent en fait source d'émissions de gaz à effet de serre au lieu de devenir source de séquestration. Et donc aujourd'hui, les forêts congolaises seraient apparemment en train de jouer le premier rôle de stabilisation du climat mondial. Et comment tirer profit de ce statut? Parce qu'on a parfois du mal à concilier en fait les deux points de vue, c'est-à-dire d'une part ce que vous venez d'évoquer et le fait que la RDC devrait pouvoir agir en conséquence pour pouvoir justifier ce statut-là. Il faut mener un plaidoyer fort. Qui doit mener ce plaidoyer selon vous? Mais je pense que le gouvernement déjà doit être en première ligne, mais il doit être soutenu par toutes les intelligences que nous avons au niveau national, les professeurs d'université, les acteurs du secteur privé. Le secteur privé a beaucoup de créativité, a beaucoup de moyens. Il faut le mettre dans la boucle. Il faut voir avec les membres de la société civile, il faut voir avec les fonctionnaires compétents que nous avons. Donc c'est une espèce de chorégraphie que nous devons tous jouer, où chacun a sa partition. Et donc il faut monter au créneau en disant ces forêts sont maillées avec toutes les ressources hydriques de la sous-région. Si ces forêts disparaissent, il n'y aura plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, il y aura des conflits. S'il n'y a plus d'eau, il y aura des conditions extrêmement difficiles, les conditions de vie extrêmement difficiles. Donc il faut protéger cette forêt,
parce que c'est elle qui permet à ce fleuve d'être là, et ce fleuve permet également à la forêt de perdurer. Et donc il faut protéger ces forêts qui détiennent énormément de tourbières également, qui sont de grands déposites de carbone, qui sont accumulés au fil des siècles. Et aujourd'hui, nos tourbières, on estime qu'elles représentent 3 années d'émissions globales de gaz à effet de serre. D'accord. Et donc, ce carbone représentant 3 ans d'émissions globales est contenu dans nos forêts. Et si on ne gère pas cette tourbière de manière responsable, elle va se transformer en émissions de gaz à effet de serre et elle aura un effet désastreux sur la planète. Donc, tout le monde devrait venir nous accompagner pour gérer cette forêt de manière responsable, de manière non contraignante, parce que la RDC se doit d'utiliser cette forêt pour construire des maisons, faire des bancs pour ses élèves, mais nous pouvons ensemble élaborer une stratégie pour voir comment gérer cette ressource de manière plus responsable et plus durable, de telle sorte que nous arrivions donc à ce partenariat gagnant-gagnant où nous protégeons ces forêts et nous réduisons la pauvreté des Congolais qui dépendent de cette forêt. Tout à fait. Vous évoquiez le bassin du Congo, ça tombe très bien. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des sujets de friction, semble-t-il, entre certains États. Je parle évidemment en termes de leadership sur la question. Alors abordons donc la transformation, enfin la problématique du transfèrement des eaux du fleuve Congo vers le bassin du lac Tchad. Certains estiment que la RDC n'est pas suffisamment en première ligne pour faire prévaloir ses intérêts, laissant le soin à d'autres pays comme le Congo-Brazzaville d'afficher une forme de leadership. Quel est votre avis sur la question et quelle serait selon vous la meilleure stratégie pour la RDC? Je pense que nos politiques, pour qu'ils prennent les décisions les plus judicieuses, doivent s'appuyer sur des éléments scientifiques et objectifs. Donc, je pense que il ne faut pas avoir une politique de l'autruche où on plante la tête dans le sable en espérant que le danger va passer, mais il faut véritablement l'affronter. Il faut aller à une table de discussion avec les différentes parties prenantes qui estiment que moi, RDC, je suis un pays château d'eau et je devrais faire montre de plus de solidarité. Très bien, allons-y, asseyons-nous. Quel sera l'impact environnemental si je transfère telle quantité d'eau de l'Ubangi, qui est l'un des affluents les plus importants du fleuve Congo? Quel sera l'impact économique? Est-ce qu'il y aura une réduction des ressources halieutiques? On pourra pêcher moins de poissons. Est-ce que ça va réduire mon potentiel hydroélectrique? Est-ce que le bassin donateur qui est le mien, s'il a quelques impacts, qu'en sera-t-il du bassin récepteur? J'envoie de l'eau du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad, où le lac Tchad s'est rétréci au fil des années en laissant un environnement fertile où des gens se sont mis à cultiver, où les gens se sont mis à bâtir. Si cette eau est envoyée de manière non contrôlée, n'allons pas nous créer un désastre là-bas? Donc tout ça, je pense, doit être établi, identifié de manière objective, avec des scientifiques, avec des chercheurs. Et ensuite, nous verrons de manière objective, est-ce possible de faire ce transfert au niveau technique? Si ça l'est, très bien. Quelles en seront les modalités? Est-ce que nous allons juste donner notre eau, la main sur le cœur, en disant c'est une forme de solidarité, alors que certains de nos partenaires produisent du pétrole qu'ils ne nous donnent pas? Ou alors nous allons vendre cette eau? Donc cette discussion doit être menée de manière objective, mais sur des bases qui soient véritablement sous-tendues par les scientifiques. Que répondez-vous à ceux qui parlent de souveraineté nationale qui serait menacée justement par... Je pense que la constitution congolaise est très claire. Le sol, le sous-sol, ainsi que nos ressources hydriques, ne peuvent en aucun cas être cédées par personne. Même le chef de l'État, sauf son respect, ne peut céder 1 centimètre du territoire national, ni 1 centilitre de l'eau nationale. Cela devra certainement passer par référendum. Donc pour moi, la démarche sera à 3 niveaux. Décision politique de discuter de la question, soubassement scientifique, ensuite consultation du peuple. D'accord. Une question d'actualité, ambassadeur Tossi Panou-Panou.
Et ce sera la dernière question d'ailleurs. La RDC assure désormais la présidence tournante du comité des ministres des lacs équatoriaux du Nil pour 2 ans. Et c'est donc la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui va donc pendant 2 ans assurer cette fonction. Comment est-ce que la RDC peut tirer profit de ce mandat justement, selon vous? Déjà, je pense que la RDC, avec toutes ses ressources hydriques, avec toutes ses forêts, a un leadership naturel. On ne peut pas parler de ces questions alors que le pays, qui est le plus grand détenteur d'eau douce et de forêts tropicales humides, ne soit mis dans la danse. Donc, c'est simplement un leadership naturel qui aujourd'hui est assumé de manière responsable. Et je profite de cette opportunité pour féliciter son Excellence Madame Eva Zaiba, vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable. Je pense qu'il faudra que nous puissions mettre en adéquation tous ces différents engagements que nous avons sur les fronts internationaux, régionaux, avec nos politiques nationales. Alors justement, à ce sujet, Tossi Panou, y a-t-il à l'heure actuelle en RDC une instance ou un organisme qui veille justement au respect de ces engagements? Ou est-ce que c'est, on se dit, bon, bah, la prochaine COP c'est l'année prochaine, on verra, etc. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, en permanence, il y a des gens qui veillent à ce que ces engagements soient respectés? En tout cas, je sais que le dépositaire, c'est la porte d'entrée et de sortie du pays, c'est-à-dire que c'est le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Ensuite, dépendamment de la matière sectorielle que c'est différents ministères. D'accord. Et je pense que le gardien du temple par rapport à cette question devrait être 2 institutions, la primature et le ministère du Plan, qui devraient voir comment est-ce que la RDC peut coordonner ces ressources extérieures qui sont mises à disposition ou auxquelles elle doit contribuer de manière cohérente et mettre cela en adéquation avec notre plan national stratégique de développement. Parce que n'oublions pas que la RDC fait partie des pays les moins avancés. Il y a une grande pauvreté qui ne dit pas son nom, qui affecte beaucoup de Congolais. Et la priorité des priorités du gouvernement, ce n'est pas respecter des accords internationaux, essayer de sauver la planète. C'est réduire la pauvreté de cette population et créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive. Donc, on ne peut pas aller promettre de décrocher la Lune, ici et là, sans tenir compte des priorités nationales. Et donc, il faut, je pense, que la primature, qui coordonne tous les ministères, le ministère du Plan, qui a la présidence du comité de coordination des ressources extérieures, puisse effectivement voir où est-ce que nous en sommes, dans ce que nous avons pris comme engagement, dans ce que nous avons reçu comme dividende, et dans ce que sont les objectifs du gouvernement par rapport à sa population. Tossi Panou, je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez un dernier message à délivrer à l'attention de ceux qui nous suivent, quel serait-il? Écoutez, je pense que nous devons tous agir pour le climat, nous devons tous nous engager pour essayer de contribuer un tant soit peu à ce changement de comportement, à ce changement de mode de consommation, à ce changement de mode de production, pour pouvoir faire ce saut qualitatif vers un développement moins carboné et plus résilient. Il y va de l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas un slogan creux, c'est une réalité. Essayons de faire montre de solidarité intergénérationnelle. C'est une nécessité. Merci infiniment, ambassadeur Tossi Panou. Je rappelle, vous êtes le président de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la Convention onusienne sur le climat, et ce jusqu'à la COP 26 qui se tiendra à Glasgow au mois de novembre 2021. Ici s'achève donc cet entretien fort enrichissant avec notre invité, et vous le savez, nous aurons à cœur de vous retrouver très prochainement, même lieu, même heure, sur le plateau du JT diplomatique. À très bientôt.